Lorsqu'il y a peu de preuves dans une affaire, il est difficile de dire ce qu'il advient d'une personne disparue. Par où commencer quand quelqu'un disparaît soudainement? Mais il y a aussi des occasions où les indices laissés derrière ne servent à rien. Au contraire, ils suscitent davantage de questions. Des messages écrits mystérieux aux appels téléphoniques glaçants, il existe toutes sortes d'exemples d'affaires non résolues dont les indices inquiétants n'ont servi qu'à embrouiller encore plus les choses. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons 3 enregistrements troublants laissés par des personnes disparues. Shannon Green et David Dewayne Bell. Shannon Green, âgée de 16 ans, a été vue pour la dernière fois à Owensboro, dans le Kentucky, dans la soirée du 6 juillet 1986. Cet après-midi-là, elle est partie de la maison familiale pour se rendre à l'angle de la 12e rue et de Haynes Street afin de rendre visite à John Rainier, 39 ans, un ami de la famille qui employait souvent l'adolescente comme babysitter. Bien que John Rainier n'habitait qu'à 3 kilomètres, Shannon n'est jamais arrivée chez lui ni rentrée chez elle plus tard. Personne ne l'a jamais revue. Quelques jours seulement après la disparition de Shannon, sa mère a reçu un appel téléphonique étrange d'un homme se présentant sous le nom de Dwayne. Il a affirmé que lui et Shannon étaient partis pour se marier. Bien que l'appelant n'ait jamais été identifié et que l'appel soit aujourd'hui considéré comme un canular, Shannon connaissait un jeune homme de 18 ans nommé David Dewayne Bell. Le duo aurait été chez un ami commun la veille de la disparition de Shannon, mais ce qui est encore plus étrange, c'est que Dewayne a disparu le 11 juillet, seulement quelques jours après la disparition de Shannon. Dewayne a été vu pour la dernière fois à Owensboro plus tôt dans la journée. Sa famille s'est inquiétée lorsqu'elle a découvert son vélo bleu abandonné chez sa sœur. Il était connu pour prendre soin de son vélo, l'utilisait fréquemment et ne le laissait jamais sans surveillance. Au début de l'enquête, les forces de l'ordre ont suspecté John Rainier, déjà fiché. Condamné pour vol à main armée en 1966, il est retourné en prison dans les années 1970 pour complot de meurtre. Au moment de la disparition de Shannon, il attendait son procès après avoir été inculpé de sodomie au premier degré à la suite d'allégations d'agression sexuelle. Bien qu'il ait été acquitté en août 1986, il a de nouveau été inculpé lorsqu'une autre femme a déclaré à la police qu'elle avait vécu une expérience similaire. En 1988, il a été reconnu coupable. Bien qu'il ait été condamné à la prison à vie, il a qu'il a été libéré sur parole en 2001. Il est à noter que Rainier était un ami de la famille de Dwayne, car il travaillait pour la même entreprise de construction que Dwayne et son père, David Lee Bell. Pendant des décennies, les affaires sont restées en suspens, mais en 2005, la journaliste Stéphanie Silvé a appris que Rainier avait remis à la police, en 1986, un enregistrement secret d'une conversation avec Dwayne peu avant la disparition du jeune homme de 18 ans. Selon la police, Dwayne a avoué sur l'enregistrement le meurtre de Shannon Green ainsi que d'autres, et Rainier a déclaré aux enquêteurs qu'il avait été conduit sur les lieux d'inhumation de Shannon Green et d'Angie Dickens, une femme de 23 ans portée disparue depuis juin 1990. Selon Dewayne, lui et Shannon se sont disputés et les choses ont dégénéré physiquement. Lorsque la jeune fille de 16 ans s'est défendue, son père David s'est intervenu, lui maintenant les bras au sol pendant que Dewayne l'étranglait à mort. Ensuite, les deux ont enterré son corps dans le champ de maïs où il avait emmené Rainier. Dewayne a également affirmé qu'il s'amusait avec Angie lorsqu'il l'a tuée et qu'il avait tué une fille et un enfant, tous deux originaires du Tennessee. Il aurait montré les lieux d'enterrement à Rainier. Bien que Dewayne ait affirmé avoir avoué à la police, les dossiers montraient seulement qu'un anonyme leur avait dit « J'en ai tué 2 ou 3. Il vaut mieux m'arrêter avant que j'en tue d'autres. » Avant de remettre la cassette, Rainier a rencontré David et lui a parlé de son existence. Notamment, cela s'est produit le 11 juillet. David a déclaré devoir retrouver son fils et lui parler, mais Dewayne n'a jamais été revu. Peu après la disparition de son fils, David a bouleversé sa vie et a déménagé en Arizona avec sa petite amie, expliquant que c'était nécessaire pour son travail. Le 23 août,
Régnier a remis la cassette à un détective du shérif du comté de Davis, qui l'a transmise à la police d'État du Kentucky. La police d'Owensboro a retrouvé la cassette en 2005 après qu'elle ait été mal classée par les autorités du Kentucky et égarée pendant 2 décennies. 9 membres de la famille ont confirmé que la voix sur la cassette était celle de DeWayne et bien que l'enregistrement n'ait pas été rendu public, une transcription est disponible en ligne. Peu après avoir retrouvé la cassette, les enquêteurs ont fouillé le champ de maïs indiqué par Régnier pour trouver le corps de Shannon sans résultat, suspectant que les restes avaient été déplacés. Le père de DeWayne, David, a été emprisonné après un scandale de trafic de marijuana en 1988, puis est revenu à Owensboro à sa sortie. Les enquêteurs ont noté des incohérences dans ses propos sur la disparition de son fils. Il dit avoir vu son fils partir à vélo de la maison de sa fille, mais le vélo de DeWayne a été retrouvé devant cette maison. Il a aussi déclaré que Régnier ne lui avait fait écouter qu'un extrait où DeWayne aurait dit « J'ai frappé Shannon », alors que DeWayne n'a jamais cité ce nom dans l'enregistrement. Il a expliqué ne pas s'être inquiété pour la disparition de son fils, pensant qu'il avait fugué. Une semaine après le déménagement dans un autre état, la sœur de sa petite amie l'a informé que DeWayne l'avait contacté. Malgré les zones d'ombre dans le récit de David et les soupçons des enquêteurs, Régnier reste également impliqué dans l'enquête. David pense que Régnier a tué Shannon et DeWayne pour l'empêcher de parler après avoir découvert la vérité. Les disparitions de Dwayne Bell et de Shannon Green restent non résolues, tout comme le meurtre d'Angie Dickens. Toute personne ayant des informations sur leurs affaires peut appeler la police d'Owensboro au 270 680 78 1888. Brandon Swanson. Brandon Victor Swanson, âgé de 19 ans, a été vu pour la dernière fois le 14 mai 2008 à Marshall, Minnesota. Étudiant au Minnesota West Community and Technical College à Canby, Brandon était inscrit à un programme d'éoliennes et le 13 mai marquait son dernier jour de cours. Après les cours, lui et un ami sont sortis fêter leur liberté retrouvée sans leçon ni examen. Bien qu'il ait été vu en train de boire de l'alcool lors de 2 fêtes différentes, ses amis ont remarqué qu'il ne semblait pas ivre. Brandon faisait le trajet de 30 miles de Canby à Marshall, où il vivait avec ses parents lorsqu'il a accidentellement conduit dans un fossé. Son véhicule coincé, il n'était pas blessé et a aussitôt appelé ses parents à l'aide. Annette et Brian Swanson sont montés dans leur camionnette et ont roulé jusqu'à l'endroit supposé, le gardant en ligne au cas où. Brandon a dit qu'il était près de sa voiture et a tenté de signaler sa position à ses parents en clignotant ses phares, mais ils ne l'ont pas vu. Finalement, le jeune homme de 19 ans leur a dit qu'il allait marcher vers les lumières qu'il voyait au loin. Il pensait que c'était la ville de Linde, à environ 11 km de Marshall, et Brian a dit à Brandon que lui et Annette allaient en conduire et le retrouver là-bas. À 2h30 du matin, 47 minutes après le début de l'appel, Brandon a dit « Oh merde !» Ses parents n'ont plus eu de nouvelles de lui malgré leurs supplications pour savoir s'il allait bien. Ils ont raccroché puis rappelé, espérant qu'il verrait son téléphone et les rappellerait. Mais ils n'ont plus jamais revu ni entendu parler de Brandon. Brandon a été signalé disparu à 6h30, mais l'enquête a été aussitôt freinée par le manque d'intérêt de la police de Linde, qui a dit à ses parents qu'il était courant qu'un jeune de 19 en sorte tard. Sa mère, Annette, se rappelle qu'un officier lui avait dit que son fils avait le droit d'être porté disparu. Plus tard dans la matinée, la police a lancé les recherches, mais aucune trace du jeune homme n'a été trouvée en ville ou aux alentours. Le shérif Joel Dahl s'est vite impliqué, utilisant les relevés téléphoniques de Brandon pour cibler la zone de recherche. Ces relevés ont montré que ces appels provenaient de Taunton sur la route d'État 68 à 40 km de Linde, sur le trajet habituel entre Canby et Marshall. En fouillant la zone, les autorités ont trouvé la voiture de Brandon. Elle s'était retrouvée coincée dans un fossé au bord d'une route en gravier, près de la limite du comté de Lincoln, à environ 1 mile au nord de la route 68. Bien que la voiture n'ait pas été particulièrement endommagée, les roues ne touchaient pas le sol d'un côté, ce qui l'empêchait d'avoir de l'adhérence. À cause du fossé entouré de gravier et d'herbe, les enquêteurs ont eu du mal à établir la direction prise par Brandon, mais l'analyse de ses relevés téléphoniques a permis de cibler les recherches dans un rayon de 8 km autour d'une antenne relais.
Une équipe aérienne, des chiens pisteurs, des quads et des adjoints à cheval ont été mobilisés pour retrouver Brandon sans succès. Même après l'arrêt des recherches, le shérif du comté de Lincoln, Jack Visecki, a continué à longer chaque jour, pendant un mois supplémentaire, les 3 kilomètres de la rivière Yellow Medicine qui traversait de cette zone. D'autres recherches ont eu lieu à l'automne et, en 2010, le Bureau d'appréhension criminelle du Minnesota a mis en place une ligne téléphonique. Malgré les efforts de plusieurs agences, Brandon reste porté disparu. Un chien pisteur a suivi l'odeur de Brandon jusqu'à la rivière Yellow Medicine, l'a traversée, puis a longé la rive opposée jusqu'à une route en gravier poursuivant vers la limite du comté de Yellow Medicine. Bien que beaucoup pensent que Brandon a péri dans la rivière, sa mère garde espoir que le chien pisteur avait raison, qu'il soit sorti de l'autre côté. Ses parents doutent qu'il soit parti volontairement, car ils allèrent le récupérer. Les enquêteurs n'excluent pas un acte criminel, bien qu'ils pensent qu'il a sans doute eu un accident. 10 ans après sa disparition, en 2021, la rivière Yellow Medicine a séché à cause d'une sécheresse. Cela a conduit les enquêteurs à fouiller la zone et à procéder à une excavation, mais rien appartenant à Brandon n'a été retrouvé. Vêtements, lunettes, clés et téléphone portable lui manquent toujours à ce jour. Brandon Swanson, d'19 ans, a disparu le 14 mai 2008 à Marshall, Minnesota. Il est décrit comme un homme blanc mesurant 1,68 mètres et pesant 54 kilos au moment de sa disparition. Il a les cheveux bruns, les yeux bleus, les oreilles percées et il portait en dernier lieu un jean bleu et un t-shirt. S'il est vivant, il a 35 ans, toute information sur sa disparition peut être transmise au FBI. Sur tipsfbi.gov/home ou appelez le bureau du shérif du comté de Lincoln au 507 694 664. Antoinette Cayadito. Antoinette Christine Cayadito, âgée de 9 ans, a été vue pour la dernière fois dans la nuit du 6 avril 1986. Le soir du 5 avril, elle et ses sœurs, Sadie et Wendy, étaient gardées par une babysitter pendant que leur mère Penny sortait. Penny est rentrée vers minuit, a renvoyé la babysitter et envoyé ses 2 plus jeunes enfants se coucher, tandis qu'Antoninette a pu rester jouer aux cartes avec elle. Ses sœurs ont trouvé cela inhabituel. Penny et Antoninette sont finalement allées se coucher. Plus tard, une de ses jeunes sœurs racontera qu'après 3h30, quelqu'un a frappé et Antoninette est allée ouvrir la porte. Elle n'est jamais retournée se coucher. Sa sœur s'est rendormie sans y penser plus. Au moment de la disparition d'Antoninette, ses parents étaient divorcés et elle vivait avec ses sœurs et sa mère dans le pâté de maison de sang de la rue Arnold à Gallup, au Nouveau-Mexique. Selon les témoignages, Antoninette était une jeune fille intelligente et fiable, souvent gardienne de ses frères et sœurs, préparant les repas et repassant leurs vêtements quand Penny travaillait. Il n'était pas anormal pour elle de répondre à la porte malgré son jeune âge. Le lendemain matin, Penny a dit qu'à 7 heures, en allant réveiller les enfants pour l'école biblique, elle a découvert la disparition d'Antoninette. L'une de ses filles a expliqué qu'un homme se faisant appeler leur oncle Joe avait frappé à la porte quelques heures plus tôt et qu'Antoninette était allée ouvrir et n'était jamais revenue. Penny a demandé aux voisins s'ils avaient vu la petite fille, mais personne ne l'avait vue et elle a finalement appelé la police. L'enquête sur la disparition d'Antoninette a peu progressé. Les enquêteurs ayant mal géré l'affaire au départ, Penny n'a pu signaler l'absence de sa fille qu'après 8 heures et la maison n'a été fouillée qu'environ 4 jours plus tard. Pendant ce temps, Penny a omis de mentionner qu'un homme du nom d'Emo Gardella avait offert des fleurs à sa fille à 3 reprises dans les jours précédant sa disparition et qu'il était connu pour essayer de couvrir la fillette de 9 ans de cadeaux. Il lui avait offert un collier avec un pendentif ours en peluche. Plusieurs témoins avaient vu Gardella offrir des fleurs à la jeune fille. Selon la journaliste Crystal Gutira, alors que Penny se préparait à sortir le 5 avril, Gardella serait venue seule et aurait fait asseoir Antoinette sur ses genoux lorsque sa mère quittait la pièce. Penny n'a mentionné l'intérêt de Gardella pour sa fille que lorsqu'un autre membre de la famille l'y a poussé. Pendant ce temps, Roger, un ami de Penny, a dit à la police de Gallup qu'il était passé chez la famille vers 3h30 cette nuit-là et avait frappé à la porte et à une fenêtre de la chambre. Il a dit vouloir prendre des nouvelles de Penny après leur dispute au bar plus tôt dans la soirée. N'ayant reçu aucune réponse, il a passé la nuit chez un ami qui a confirmé son récit.
On pense que les coups frappés par Roger étaient un incident distinct de ceux qui ont eu lieu plus tard et qui ont conduit à l'enlèvement d'Antoinette. Selon certains rapports, Penny et Antoinette étaient encore réveillés lorsque Roger a frappé à la porte. Penny a dit à sa fille de ne pas y prêter attention et qu'il partirait bientôt. Une piste reçue par les enquêteurs provenait d'un voisin qui a signalé la présence d'un véhicule garé devant la maison d'Antoinette entre 6h30 et 7h du matin, seulement quelques heures après l'heure présumée de la disparition d'Antoinette. Le voisin a décrit la voiture comme une vieille camionnette marron immatriculée au Nouveau-Mexique. Le conducteur est sorti du véhicule et s'est dirigé vers la résidence, mais le voisin n'a retenu aucun autre détail. Ni la camionnette ni le conducteur n'ont été identifiés, et leur lien avec l'affaire reste inconnu. L'affaire d'Antoinette est restée sans progrès pendant des mois. L'oncle Joe, le vrai oncle des frères et sœurs, a été interrogé puis écarté de l'enquête. Un an après la disparition de la fillette de 9 ans, la police de Gallup a reçu un appel d'une fille prétendant être Antoinette. Elle a dit être à Albuquerque, mais avant de localiser l'appel, une voix furieuse a demandé « Qui t'a dit que tu pouvais utiliser le téléphone ?» On pouvait entendre des bruits de lutte et un cri avant que la ligne ne soit coupée. Bien que l'appel ait été bref, seulement 40 secondes, Penny était convaincue que la voix à l'autre bout du fil était celle de sa fille. 5 ans après la disparition d'Antoinette, sa sœur Wendy, qui a maintenant 10 ans, a donné sa version des faits aux enquêteurs. Elle a déclaré que quand sa sœur a ouvert à oncle Joe, 2 hommes l'ont attrapée. En se débattant et criant « Laissez-moi partir », Antoinette a été forcée à monter dans une camionnette marron. Wendy a déclaré qu'elle n'avait pas vu le visage des hommes, donc elle ne pouvait pas les identifier, et elle a ajouté qu'elle n'avait rien dit plus tôt parce qu'elle avait peur de bouleverser sa mère ou de ne pas être crue par les enquêteurs. Ces dernières années, il est apparu que Penny avait été interrogée en 1994 par le FBI et qu'elle avait demandé à sa fille aînée d'ouvrir la porte à oncle Joe. Elle a dit « Je suis restée allongée environ 30 minutes et Antoinette n'est jamais revenue. Je me suis levée pour la chercher sans la trouver. » Elle a dit que la deuxième série de coups avait eu lieu entre 3h30 et 4h30 et quand elle s'est levée 30 minutes plus tard, le jour se levait à peine. Dans sa déclaration initiale, elle avait affirmé s'être réveillée à 7h du matin pour découvrir que sa fille avait disparu. Plus tard cette même année, Penny aurait demandé aux enquêteurs « Et si Emo et moi avions fait ça? Irions-nous tous les deux en prison ?» Elle a admis avec Gardella avoir planifié la disparition d'Antoinette, Penny affirmant qu'il valait mieux qu'elle ignore la date. Elle a avoué qu'elle savait qui venait et qu'elle avait demandé à sa fille d'ouvrir la porte. Et pourtant, malgré cet aveu, Penny n'a jamais été inculpée dans cette affaire. À la fin des années 80 et début 90, de nombreux signalements d'Antoinette ont été rapportés. En avril 1986, 2 jours après la disparition d'Antoinette, un homme a déclaré avoir vu une fille ressemblant en robe rose avec une femme blonde au bord de la route. Le 19 avril, une femme a vu un camion marron passer près d'elle dans une station-service, tandis qu'une voix de jeune fille criait plusieurs fois « Aidez-moi !» En juin, un homme a déclaré avoir vu une fille ressemblant à Antoinette, portant une robe rose comme celle vue le 8 avril. Il l'a décrite comme ayant une marque sur la joue, tout comme la fillette de 9 ans disparue. Aucune de ces apparitions n'a été confirmée. La plus marquante a eu lieu en 1991 lorsqu'une serveuse à Carson City, Nevada, a vu une fille ressemblant à Antoinette avec un couple négligé. La serveuse a expliqué que la fille laissait souvent tomber ses couverts, sans doute pour attirer son attention, et lui serrait la main à chaque fois qu'elle les lui rendait. Après leur départ, la serveuse a découvert une serviette sous l'assiette de la fille, portant les mots « Aidez-moi » et « Appelez la police ». Cette observation n'a jamais été confirmée non plus. Antoinette est toujours portée disparue à ce jour. Sa mère est morte en 1999 de problèmes cardiaques et de cirrhose, et son père, Anthony Montoya, en 2012. Sa sœur Wendy Montoya a confié en 2016 au Albuquerque Journal que la disparition d'Antoinette avait brisé sa famille. « Ça a juste brisé toute ma famille. » C'était une période très sombre et dysfonctionnelle. Elle a dit que sa mère et elle trouvaient impossible de parler de sa sœur en étant sobre ou sans pleurer. Wendy a eu des difficultés à ses débuts adultes. Elle a eu un casier judiciaire, est devenue dépendante à la drogue et à l'alcool et a perdu la garde de ses enfants. Mais en 2007, elle est devenue sobre et a récupéré la garde de ses enfants. Elle dit qu'elle ne croit pas qu'Antoinette soit morte, déclarant « Je n'accepterai pas qu'elle soit morte, j'ai besoin de preuves ».
En 2022, leur sœur Sadie a dit à Coq Télévision « Elle est en sécurité avec une famille qu'il aime. Elle a des sœurs. Nous n'avons pas abandonné. Nous pensons tous à Antoinette et à ce qu'elle fait. A-t-elle des enfants? Quel genre de vie a-t-elle » Antoninette est métisse, moitié blanche, moitié amérindienne, d'origine navajo et italienne. Elle a les cheveux noirs, les yeux marrons et des grains de beauté foncés sur la joue droite, le nez, le dos, les mains et le genou droit. Elle a aussi des cicatrices sur un genou et la lèvre. Au moment de sa disparition, elle mesurait 1,40 m et pesait 25 kg. Elle portait probablement une chemise de nuit rose jusqu'au genou et peut-être une chaîne en argent avec un petit pendentif turquoise en forme de croix. Si elle est toujours en vie, elle aura 47 ans. Toute personne ayant des informations sur son affaire peut contacter la police de Gallup au 505 863 9365. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.